Le gouvernement autorise la prorogation de l'état d'urgence. C'est pour favoriser le bon déroulement des opérations militaires et contribuer à l'instauration et au maintien d'un climat social apaisé au Mali. Visite du général François Lecointre aux soldats maliens en formation à Koulikoro. Constat, satisfaction de l'hôte du jour sur tous les plans. 42 millions de francs CFA, c'est le coût total du projet d'appui à la lutte contre les violences basées sur le genre et la prostitution du fait du conflit armé. Lancé à Kona en 5e région, le projet ambitionne de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des victimes. Bonsoir et merci de votre présence. Bonsoir à vous également, Ibrahima Djambélé. Bonsoir, Nyanya Aliou Traoré. Avec vous donc le Conseil des ministres. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives, sur présentation du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant une deuxième prorogation de l'état d'urgence. Suite à la recrudescence de l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national, se traduisant par des atteintes graves à l'ordre public, des menées subversives de nature à compromettre la sécurité intérieure, le gouvernement a instauré l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national à compter du 13 janvier 2013 pour une durée de 10 jours. La mise en œuvre de cette décision a favorisé le bon déroulement des opérations militaires pour la libération des régions nord occupées et contribué à l'instauration et au maintien d'un climat social apaisé dans notre pays. Tous les objectifs n'ayant pas été atteints au 22 janvier, conformément à l'article 72 de la Constitution, la loi numéro 2013-04 du 23 janvier 2013 est intervenue pour proroger l'état d'urgence jusqu'au 22 avril 2013. Le présent projet de loi autorise une deuxième prorogation de l'état d'urgence. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de la Défense et des anciens combattants des parcelles de terrain dans la région de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou. L'affectation de ces parcelles de terrain qui abritent déjà les services et infrastructures des forces armées, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale permettra de les sécuriser et de conférer un statut légal à leur occupation. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. Directeur général de la police nationale, inspecteur général de police Alioune Badra Diamoutene. Directeur des ressources humaines, contrôleur général de police Mfali Dambélé. Inspecteur en chef des services de sécurité et de protection civile, inspecteur général de police Marie-Claire Diallo, inspecteur des services de sécurité et de protection civile, colonel-major Adama Dambélé, au titre du ministère de la Santé, directeur de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux, M. Bakari Diarra, médecin. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, conseiller technique, M. Mahaman Assouman Touré, inspecteur des services économiques. Directeur général du Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles, M. Mamadou Keita, ingénieur de l'industrie et des mines. Directeur des finances et du matériel, M. Madi Baba Diakité, inspecteur des services économiques. Coordinateur du Centre de promotion et d'appui des systèmes financiers et décentralisés, M. Cheikh Mohamed Thiam, professeur. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, conseiller technique, M. Samba Thiam, administrateur des arts et de la culture, inspecteur à l'inspection de l'artisanat et du tourisme, M. Al-Hadi Koïta, administrateur des arts et de la culture. Directeur des finances et du matériel, M. Bakari Boiré, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, directeur des finances et du matériel, M. Konima Diarra, inspecteur des services économiques.
Au chapitre des communications, au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a examiné une communication relative aux conclusions de l'examen du rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme relatif à la situation des droits de l'homme au Mali. Le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme relatif à la situation des droits de l'homme au Mali a été soumis à l'examen du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lors de la 22e session ordinaire tenue à Genève du 25 février au 22 mars 2013. Le rapport qui couvre la période du 17 janvier au 20 novembre 2012 fait la genèse de la crise multidimensionnelle qui a engendré de graves violations des droits de l'homme, surtout dans la partie septentrionale de notre pays. Il met en exergue les violations graves des droits de l'homme qui ont été commises depuis les attaques contre l'armée malienne par le MNLA, AQMI, Ansardine et le Moujao en janvier 2012. Il met notamment en relief les exécutions sommaires, les viols, les violences contre les femmes, les actes de torture, les recrutements d'enfants soldats, les atteintes aux droits à l'éducation, à la santé et à la destruction des sites culturels et religieux. Le Haut Commissariat a par ailleurs évoqué des violations des droits de l'homme commises dans la partie sous contrôle gouvernemental et les allégations d'exactions et de représailles imputables aux forces armées. À l'examen des conclusions du rapport et des recommandations du Conseil des droits de l'homme, le gouvernement a réaffirmé son attachement indéfectible aux valeurs universelles des droits de l'homme, son engagement à vérifier les allégations d'exactions et à lutter contre l'impunité. Il a également réaffirmé sa ferme détermination à diligenter les enquêtes et procédures appropriées pour tous les cas de violation des droits de la personne humaine. Le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre les recommandations du Conseil pour promouvoir le respect des droits de l'homme dans notre pays. Un rapport actualisé sur la situation des droits de l'homme au Mali sera présenté par le Haut Commissariat des droits de l'homme lors de la 23e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ce sera en juin 2013. Nyanya Alou, voilà ce qu'on pouvait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi. Et je pense qu'on va vous garder encore un tout petit peu avec nous sur ce plateau. Bien avec sûr. vous également, le décret portant nomination des commissaires de la Commission Dialogue et Réconciliation. Tout à fait, Nyanya. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2013-212 PRM du 6 mars 2013 portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la Commission Dialogue et Réconciliation, vu le décret numéro 2013-308 PRM du 2 avril 2013 fixant les avantages accordés aux membres et au personnel de la Commission Dialogue et Réconciliation, décrète. Article 1er. Les personnes dont les noms suivent sont nommées commissaires de la Commission Dialogue et Réconciliation. Monsieur Modibo Nyari, Monsieur Madou Touré, Monsieur Draman Touré, Madame Traoré Koumbaba, Monsieur Bourima Alay Touré, Monsieur Ailoun Gay, Monsieur Zeni Moulay, Monsieur Arougaya Touré, Monsieur Mohamed Di Vieux Souma, Monsieur Mohamed Mahmou El Oumrani, Colonel-Major Gaston Damango, Monsieur Mohamed Ag Ahmedou, Monsieur Acherif Ag Mohamed, Commandant Abdoulaye Makalou, Madame Dambélé Oulematousso, Monsieur Makan Kone, Monsieur Idrissa Keita, Maître Isiaka Keita, Monsieur Gaharou Doukouré, Monsieur Mamadou Silla, Monsieur Adama Traoré, Monsieur Ibrahim Ag Sindibla, Madame Fatimata Diko Zouboy, Madame Ouattara Nana Kadidja Traoré, Madame Diara Mariam Savané, Monsieur Moulay Ahmed Ould Moulay Rigani, Madame Traoré Nana Sissako, Monsieur Mohamed Fall Ould Mohamed, Monsieur Chekoumar Tidjani Soumano, Colonel Mohamed Abdrahman Meidou. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel.
À vous, Nyanya. Merci. C'est tout? Merci, oui, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un peu particulier quand même après le Conseil des ministres. Voilà, et bonne suite. Merci. On vous le disait hier, le Premier ministre Django Sissoko était à Banamba pour rencontrer les forces armées nigérianes de la MISMA. Une visite que le Premier ministre a mise à profit pour discuter avec le commandement militaire. Django Sissoko a aussi rendu un vibrant hommage à ses forces militaires étrangères engagées au front. Notre envoyé spécial est Mahamadou Doumbia. Retrouver l'intégrité du territoire national, bouter les terroristes narcotrafiquants hors de notre pays, telles sont les ambitions des forces armées françaises, africaines et celles d'autres pays amis. Ici, à Banamba, plus de 1000 combattants nigérians des forces de la MISMA sont aux aguets, jour et nuit, prêts à se battre. En signe de reconnaissance, le Premier ministre Django Sissoko s'est rendu à Banamba. En réponse à ce respect, le Premier ministre a eu droit à tous les honneurs des forces armées nigérianes. I have your permission to dismiss the guard, Your Excellency. Au cours de cette visite, accompagnée pour la circonstance par le ministre de la Défense et des anciens combattants, en présence du commandant des forces nigérianes et de l'ambassadeur du Nigeria, le Premier ministre a visité le camp, salué et félicité ces hommes assez déterminés. Je suis venu effectivement rendre visite au contingent nigérian de la MISMA. J'ai trouvé ici un climat qui me rassure. Trouver ce contingent s'est adapté très rapidement aux conditions du milieu. Il s'est parfaitement entendu avec et les populations de Banamba et les autorités administratives de la région de Koulikoro. La signature du livre d'or par le Premier ministre Django Sissoko est aussi une félicitation et une reconnaissance qui a tout son sens, appuyée par la remise symbolique de bœufs aux troupes. C'est la satisfaction que j'ai éprouvée à l'issue de cette visite. C'est ce que j'ai écrit dans le livre d'or et j'ai remercié évidemment le contingent nigérian. Je l'ai fait au nom, comme je l'ai dit tout à l'heure, du peuple malien, du président de la République, de toutes les institutions du Mali et à mon nom propre. La visite aux notabilités qui ne ménagent aucun effort pour soutenir ces forces amies de la MISMA a mis fin à cette visite du Premier ministre Django Sissoko à Banamba. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchema Hubert Koulibaly, a pris part aux travaux de la 14e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine tenue le 8 avril 2013 à Addis Abeba. Au cours de la dite session, les ministres des Affaires étrangères du continent ont examiné et adopté, entre autres, le programme des festivités du cinquantenaire de l'OUA, dont la célébration aura lieu le 25 mai, et le document sur le thème du cinquantenaire, panafricanisme et renaissance africaine. À marge des travaux, le ministre Tchema Koulibaly a également eu des rencontres bilatérales avec certains de ses homologues. Le nouveau directeur général de la Sotelma Malitel a été reçu ce matin par le président du Conseil économique, social et culturel. Entre les deux personnalités, les échanges ont porté essentiellement sur la nouvelle politique de la Sotelma Malitel. Écoutons Mohamed Merchid au micro de Agibou Koulibaly. C'est une visite de courtoisie. Depuis que j'ai pris les rênes de Malitel, le 1er mars exactement de cette année, j'ai décidé de faire le tour des institutions, des autorités et des élus, histoire de me présenter, mais également faire connaissance avec les responsables et leur faire part, je dirais, de ma disponibilité et également, je dirais, demander leur soutien. Soutien nécessaire pour que je puisse réussir ma mission à la tête de Malitel.
Et quelles sont vos ambitions pour votre nouvelle fonction au niveau de Malitel? Alors mes ambitions sont énormes. D'abord, c'est de, je dirais, consolider tout ce qui a été atteint comme résultat jusqu'à maintenant, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, de faire en sorte à ce qu'on puisse continuer sur la même lancée et de faire en sorte à ce que la Sotelma Malitel puisse se développer davantage et pourquoi pas, je dirais, rayonner au-delà même des frontières, suivre le modèle d'un des opérateurs de la sous-région qui est toujours cité comme exemple. En tout cas, j'ai pris l'engagement de travailler aux côtés des équipes de Malitel Sotelma. D'ailleurs, ces équipes que j'ai trouvées fantastiques, très fiers d'appartenir à ce groupe et également très motivés pour épouser les nouvelles orientations et faire en sorte à ce qu'on puisse atteindre l'objectif que vient de signaler. Un mot de justice du début de la guerre contre les terroristes à la date d'aujourd'hui. Environ 200 personnes suspectées ont été arrêtées par l'armée malienne et ses alliés au nord du Mali. Plusieurs chefs d'inculpation ont été retenus contre ces présumés coupables. Le Mali dispose des compétences nécessaires pour juger ces criminels de guerre, nous fait savoir le procureur de la République près le tribunal de première instance de la commune 3, Mohamed Diko, est interrogé par Abdraman Meïka. À la date d'aujourd'hui, il y a à peu près 200 personnes arrêtées. Il y a 51 personnes qui sont présentement détenues à la gendarmerie, mais le parquet a formellement demandé l'inculpation de 121 personnes, réparties entre 3 cabinets d'instruction. Mais il y a eu des gens, 27 personnes, contre lesquelles il n'y a aucune charge et qui ont été libérés. Ont-elles été inculpés et de quoi? Il y a les crimes de guerre, crimes de génocide et les crimes contre l'humanité. Il y a aussi d'autres infractions telles que le terrorisme, trahison, association de malfaiteurs, ainsi de suite, etc. Il y a même des cas de vol. Ces personnes sont arrêtées soit par l'armée malienne, soit par ses alliés. Y a-t-il un accord qui définit par qui et où seront jugées ces personnes? Les gens qui sont à notre disposition ont été arrêtés par les forces servales, les forces tchadiennes et les forces armées maliennes. Maintenant, en ce qui concerne les accords concernent les mandats que nous avons lancés contre les responsables du mouvement du MNLA, d'Ansardine et du Moudjaou. Ces mandats vont être exécutés conformément aux accords d'entraide judiciaire qui existent entre le Mali, les accords bilatéraux, et conformément aux traités. Le Mali a saisi la Cour pénale internationale pour juger les crimes commis au nord et le tribunal de la commune 3 devait recevoir des plaintes dans ce sens. À ce jour, avez-vous reçu des plaintes qui puissent relever de la compétence de la CPI? Oui, le Mali a saisi la Cour pour enquêter sur des crimes pendant les premières occupations. Mais il y a lieu de faire une mise au point. La Cour et les juridictions maliennes ne sont pas des concurrents, on est complémentaires. Pour éviter des chevauchements, il y a des cas pour lesquels la Cour retient sa compétence. Sinon, la Cour intervient par subsidiarité, c'est-à-dire si les juridictions nationales ne sont pas outillées. Mais nous-mêmes, nous pouvons juger ça. Maintenant, quand la Cour se saisit d'une affaire, elle fait ses propres enquêtes et défère les auteurs devant elle-même. Mais les juridictions maliennes sont outillées aussi pour juger ces auteurs. Que les personnes inculpées risquent-elles quel genre de peine surtout? Ça va de 5 ans à la peine de mort, la perpétuité, les travaux forcés, ainsi de suite. Les crimes, parce que toutes les infractions commises sont des infractions criminelles. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait, les faits sont suffisamment graves. Donc c'est la cour d'assises, ainsi de suite. Donc la cour d'assises, les peines commencent de 5 ans jusqu'au-delà, jusqu'à la peine capitale. Ce jugement se fera conformément à notre code pénal et aux règles de procédure, notre code de procédure pénale.
Voilà, à signaler que la traque contre les terroristes continue, plus de performances donc sur le terrain. Direction Koulikoro, des soldats de l'armée malienne sont en pleine formation et c'est là grâce à l'accompagnement de la mission européenne. C'est le général François Lecointre, chef de la mission de formation, qui s'est rendu sur le terrain aujourd'hui pour suivre les exercices de combat du 1er bataillon de l'armée malienne. Il s'est dit satisfait selon notre correspondant à Koulikoro, Seydou Traoré. Par cette première visite sur le champ d'entraînement, le chef de la mission européenne de formation de l'armée malienne est venu toucher du doigt les vraies réalités du processus de reconstruction de notre armée en cours. Général François Lecointre s'est rendu en brousse au chevet des 675 éléments du groupement tactique interarmes Jetia Waraba, une troupe aujourd'hui répartie en différentes compagnies avec les appellations d'Amonzon, Babemba et Sundiata. Après plus d'une semaine d'entraînement intensif, le visiteur du jour a trouvé les experts européens et leurs équipes à l'étape de la réduction d'une résistance et les missions de reconnaissance. Au commandement du Jetia Waraba, la formation se passe comme programmée. La troupe se porte bien, la formation a bien débuté par l'évaluation. Les éléments ont été évalués individuellement, on a situé les insuffisances. Là, on a commencé la formation individuelle. Le renforcement musculaire, c'est les gens qui apprennent maintenant le contenu de leur formation, c'est-à-dire qui sont dans la pratique, qui font le drill, qui cherchent à savoir comment contourner un objectif, comment monter, comment vraiment bien faire leur mission. Donc les gens sont vraiment motivés, ils sont déterminés, ils ont beaucoup d'enthousiasme. Et tout se passe bien. D'abord pour avoir un premier contact avec le bataillon du lieutenant-colonel Sanogo, le bataillon Waraba, leur dire à quel point je suis satisfait, fier d'eux et à quel point j'ai confiance en eux pour réussir leur instruction. Et puis voir avec les instructeurs européens et de voir quelles sont les difficultés, les problèmes qui se posent à eux en termes d'équipement ou de déroulement de l'instruction. 100 instructeurs formateurs de cette nationalité européenne assurent cette première étape de formation de 4 bataillons de l'armée malienne. Face aux instructeurs et soldats maliens, François Lecointre a mis l'accent sur le respect des principes, le chemin, la manœuvre, l'itinéraire, entre autres. Au centre d'instruction Boubacar Sarassi de Koulikoro, un détachement de liaison de l'état-major général des armées est disponible pour rendre compte des préoccupations des différents groupements. Il existe aussi au sein de ces JTA un détachement de commando et de l'armée de l'air. Et toujours par rapport à nos forces armées, le ministre de l'économie, des finances et du budget informe le public que la situation du compte bancaire ouvert à la BDM SA, intitulé Appui aux forces armées, présente à la date du 5 avril 2013 un solde de 2 407 531 309 francs CFA. Le ministre de l'économie, des finances et du budget profite de cette occasion pour renouveler sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs et les informer que la liste complète des donateurs figure sur le site web du ministère de l'économie, des finances et du budget. Plus de 21 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, entend mobiliser pour la poursuite de ses opérations au Mali, une rallonge budgétaire qui porte à quelques 42 milliards de francs CFA le budget consacré par le CICR à notre pays depuis le début de la crise. C'est l'une des principales informations que l'on peut retenir de la conférence de presse donnée par l'organisation cet après-midi. Mohamed Diarra. Elle avait tout l'air d'une rencontre de synthèse, cette conférence de presse. Conférence au cours de laquelle le directeur adjoint aux opérations du Comité international de la Croix-Rouge a fait le compte-rendu de la mission qu'il a effectuée dans les régions du nord du Mali. Une mission qui lui a permis de découvrir les réalités des populations vivant dans cette localité. Le besoin alimentaire se pose avec acuité et les populations peuvent composer avec le CICR. De notre côté, il est clair que finalement nous allons continuer de renforcer et d'augmenter finalement nos opérations dans le Nord Mali. En début de semaine, nous avons annoncé une rallonge budgétaire de plus de 40 millions de francs suisses, donc ce qui correspond à 33 millions d'euros, pour justement répondre à cette situation humanitaire. Cette rallonge de plus de 21 milliards de francs CFA sera destinée aux services sociaux de base, tels que la santé, l'électricité et bien d'autres.
Cette aide du CICR devra permettre, selon le conférencier, de fournir de la nourriture à quelques 420 000 personnes. La situation des prisonniers de guerre préoccupe aussi le CICR et c'est la raison pour laquelle il a signé un accord avec le gouvernement malien. Le but est de lui permettre d'avoir facilement accès aux lieux de détention. On a le droit de visiter tous les lieux de détention, on a le droit de s'entretenir en privé, donc sans témoin avec finalement les détenus que l'on rencontrera, on a le droit de les enregistrer et de les suivre si on estime qu'ils sont peut-être à risque de problèmes de protection. Il nous donne le droit ensuite de faire des rapports finalement aux autorités, de rapporter des recommandations, aussi bien sur les conditions de détention que sur finalement le traitement qu'auraient pu subir ces détenus, et ils nous permettent de répéter les visites, ce qui nous permet de faire un suivi dans la durée. Donc finalement, cet accord ne fait que, entre guillemets, formaliser quelque chose qui était déjà une pratique CICR, gouvernement malien. Pour atténuer les effets de la crise sur la population, ce sont au total près de 42 milliards de francs CFA que le CICR entend investir. Partons un mot en région parisienne où s'est tenue une journée de solidarité pour le Mali. La journée a débuté par une marche de soutien suivie d'une conférence débat et d'une collecte de fonds. Notre correspondant à Paris, Maganfin Konati. Les relayeurs franco-africains REFAF et le Parti socialiste section de Meaux souhaitent à travers cette manifestation mobiliser l'opinion française autour des manuscrits de Tombouctou. L'événement a donc mobilisé Maliens de la diaspora, élus français et autorités consulaires du Mali à Paris. Nous pensons qu'il ne peut y avoir d'avenir que quand il y a un passé. C'est le passé, le patrimoine en fait donc des régions du Nord, du Mali, de l'Afrique et de l'humanité aussi qui a été détruit pendant cette période. J'ai tenu quand même à venir au nom des autorités diplomatiques et consulaires et marquer tout notre attachement à tout ce qui concerne notre pays qui traverse actuellement des moments extrêmement difficiles. Grâce au soutien de la France et d'autres pays africains, et notre pays est en train, lentement mais sûrement, de voir le bout du tunnel. Le débat animé par deux élus français a suscité beaucoup de réactions. L'intervention en Libye, les élections de juillet et surtout la question du MNLA qui fâche beaucoup. Pour le député des Français à l'étranger, cette dernière relève simplement d'une stratégie militaire. Alors, il n'y a pas d'arrière-pensée française, pour être très clair, quant à une quelconque partition du Mali pour préserver je ne sais quel territoire à un clan, à une bande. D'ailleurs, on a vu que quand le Mali se voyait confisquer des parties de son territoire par un clan et par une bande, ça a donné un désastre. Donc il faut justement éviter désormais qu'on renoue avec les mêmes erreurs. Le député français poursuit que pour des raisons de stratégie liées à la richesse des otages français, il convient d'éviter toute discordance entre forces alliées à Kidal. Toujours en France, tenue le week-end dernier à Montreuil de la deuxième édition de la Foire africaine de Paris. Le Mali et le Tchad étaient à l'honneur, notre compatriote Moriba Ouandénou, fondateur de la marque Savoir africaine, a beaucoup impressionné par ses créations. Les visiteurs de la foire nous précisent Maganfin Konati. Deux pays sont à l'honneur de cette deuxième édition de la Foire africaine. Le Tchad, invité d'honneur, et le Mali, actualité oblige. La mode africaine est honorée par l'ambassadrice Djouma Dieng, marraine de l'édition 2013. C'est ça l'Afrique. On s'est retrouvés en tant qu'Africains, on a échangé, on a montré notre savoir-faire et c'est très 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 important. D'union entre les peuples, l'art est aussi vecteur de paix, d'où la solidarité envers le Mali. Quand il y a des problèmes dans un pays, les touristes n'y vont plus. Les artisans avec qui nous travaillons, qui sont nos ouvriers, qui nous aident à produire tellement de choses, des accessoires pour notre mode, se trouvent dans beaucoup de difficultés. Et ça m'a poussé à dire, sollicite ton pays, sollicite les artisans africains et que le monde entier sache que nous sommes unis, que l'Afrique est unie et que nous sommes unis même dans les difficultés. Sous l'égide de la Fédération nationale des artisans du Mali, FNOM, le Mali expose son savoir-faire dans 4 domaines.
le bogolan, le basin, la maroquinerie et l'encens. L'édition est une belle opportunité pour ses créateurs. Les échanges se font entre Africains, entre Français, entre Afro-Caribéens, parce que c'est ça la diversité. Et nous sommes là, cette première édition nous a inspirés. Autre fait marquant de cette édition 2013, l'attraction autour des produits Moriba. Ce Malien installé à Strasbourg a séduit les visiteurs avec ses tisanes et autres produits alimentaires. Direction le Sénégal, manifestation des étudiants contre la hausse annoncée des frais d'inscription. L'éventuelle hausse des prix d'inscription à l'université a provoqué la colère des étudiants. Jet de pierre contre le gaz lacrymogène. Vive tension depuis des jours. Les étudiants dénoncent également les conditions d'études. Jet de pierre contre grenade lacrymogène, la journée de mardi a été marquée par des échauffourées à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants ont violemment manifesté contre la concertation organisée par le gouvernement sur l'avenir de l'enseignement supérieur. La probable hausse des frais d'inscription est la mesure qui fâche le plus. Ce n'est pas là l'augmentation de l'inscription qui va régler les choses. Il faut aussi qu'ils revoient les conditions d'études, aussi voir comment diminuer le nombre, nous mettre dans de bonnes conditions. Parce que si on paie 150 000 alors qu'on n'est pas mis dans de bonnes conditions, il n'y aura pas de changement. L'enseignement supérieur est en crise au Sénégal depuis des années, avec des conflits sociaux permanents et des menaces récurrentes d'années blanches. Les 5 universités du pays ont du mal à absorber chaque année les nouveaux bacheliers. La concertation nationale qui vient de se tenir a fait d'importantes propositions au gouvernement. Ce que nous faisons, c'est proposer de très grandes orientations, mais ensuite nous demandons qu'un esprit de réforme continu et permanent accompagne le processus. Donc ce n'est pas un système qui est réformé une fois pour toutes, ce n'est pas possible. C'est un système vivant que la réforme doit pouvoir accompagner. Le gouvernement entend désormais élargir les concertations à tous les acteurs pour donner un avenir plus serein à l'enseignement supérieur au Sénégal. Voyons à présent l'actualité en télégramme avec cette autre manifestation en Égypte des chrétiens coptes. Ils dénoncent les violences interconfessionnelles. Plusieurs centaines de chrétiens coptes ont manifesté mardi soir au Caire devant la principale cathédrale de la capitale. Ils ont dénoncé les violences interconfessionnelles qui se multiplient à travers le pays. Le patriarche copte a vivement critiqué le président égyptien responsable selon lui des violences qui ont émaillé les funérailles de 4 coptes tués 2 jours plus tôt. Mon colonel, l'audience est suspendue. À peine repris et déjà le procès en appel des policiers meurtriers de Floribert Chebeya est reporté au 30 avril. L'audience qui s'est déroulée à la prison de Kinshasa a été consacrée à des questions de procédure. Pour les parties civiles, il faut veiller aux moindres détails pour éviter de voir le verdict cassé par la Cour suprême. Défenseur des droits de l'homme, Chebeya avait été retrouvé mort en juin 2010, le lendemain d'une convocation à l'inspection générale de la police. Conférence de presse des miniers aux journalistes. Le colonel-major Alaï Diakité, haut fonctionnaire de défense au ministère des Mines, dément les allégations du rapport de l'ONG internationale Human Rights Watch, allégations selon lesquelles des enfants travaillaient dans des mines. Les explications de Moïse Traoré. Le Mali est signataire des conventions relatives à la protection des enfants. Les allégations contenues dans un rapport publié en décembre 2011 par une ONG internationale ont fait état de travail de tout petits dans les sites d'orpaillage. C'est des images qui, manifestement, ont été faites sur la base du trucage. L'utilisation du mercure et du cyanure. Contrairement à ce que Human Rights Watch a dit, ça se fait sur les sites, mais c'est fait par des adultes. Du 22 décembre 2011 au 8 février 2012, une mission conjointe de vérification avec le BIT et l'UNICEF s'est rendue sur le terrain. 16 sites ont été visités dans les zones de Kangaba, Kenyeba et Sikasso. Il y a une organisation sociale qu'on appelle le Tamboloma. Le Tamboloma est chargé de la sécurité du placeur
entre parenthèses, il y a un certain nombre d'interdits. Il y a, si vous voulez, un code de conduite dans tous les placeurs. Si l'auteur du rapport décrié a utilisé des données surannées, elle a pu être induite en erreur par une ONG locale. Pourquoi l'État malien ne porte-t-il pas plainte? L'opportunité d'initier une plainte dépendra des pouvoirs publics. Enfin, les sites d'orpaillage sont placés sous la tutelle des collectivités locales. D'une conférence de presse à une autre, celle-ci était organisée par le maire de la commune 4 et président du parti ILMA, Moussa Mara, après sa visite de 2 jours à Gao, a voulu partager avec l'opinion nationale ses visions sur la crise et les perspectives de sortie des crises. Compte rendu Mohamed Touré. Carnet de route Sévaré-Gao, c'est le titre de ce film qui résume le périple de 2 jours de route du maire de la commune 4, Moussa Mara. Le but du voyage sur Gao était de s'enquérir des difficultés des populations sur le plan sécuritaire, social et administratif. Si de Sévaré à Douanza, le maire ne note pas d'obstacles majeurs, il signale tout de même la forte présence militaire et les stigmates de la guerre de Douanza jusqu'à Gao, où les infrastructures socio-sanitaires et administratives sont totalement en ruine. Il y a urgence, a dit le maire, de créer une meilleure condition de retour de l'administration, sage de tout processus de stabilité et de développement. Après plusieurs rencontres avec les jeunes, les imams, les notabilités, les autorités militaires et administratives, le maire tire des leçons. La première leçon à tirer, à mon avis, c'est qu'il est impératif pour nous aujourd'hui au Mali d'instaurer un climat de dialogue et d'échange. Je pense que pour le Nord, il faut un véritable plan d'urgence dont l'objectif doit être de faire en sorte que dans les semaines qui arrivent, les conditions de vie avant la crise soient toutes restaurées. Les questions des journalistes ont porté sur les raisons profondes de ce voyage, l'aspect sécuritaire ou encore la possibilité d'organiser des élections dans des conditions d'insécurité et d'absence de l'administration dans certaines localités. Les élections sont tellement importantes dans notre pays aujourd'hui qu'il faut que nous nous mettons tous en position de les organiser le plus rapidement possible. Si on arrive aux abords de la période, on constate que matériellement c'est difficile, on peut toujours reporter. Vers une nouvelle citoyenneté pour un Mali fort et nouveau. Voilà le message fort que le maire a véhiculé pour boucler ce périple et cette conférence. Et nous avons ce communiqué de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers sur la base des prix fournisseurs du mois d'avril 2013. Les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers en vigueur restent inchangés, excepté le prix non subventionné du gaz butane. À titre de rappel, ils sont 2 supercarburants sans plan, 750 francs CFA, pétrole lampant, 565 francs CFA, gasoil 665 francs CFA, distillate diesel oil 665 francs CFA, fuel oil 475 francs CFA, jet A1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme, il est de 1030 francs CFA. En 4e région, le gouverneur était ce mercredi dans la ferme de Modibo Keïta. L'opérateur privé malien a mis en valeur cette année dans la zone office du Niger 135 hectares de pommes de terre. Par cet investissement, il veut faire du Mali l'un des pays exportateurs de produits agricoles. De Ségou, le reportage de Kandisila. Une scène de récolte de pommes de terre. Nous sommes sur le site de Modibo Keïta, site qui a reçu la visite du gouverneur de Ségou et de sa délégation. Ici, cette année, cet opérateur privé malien qui a choisi d'investir dans la zone office du Niger a expérimenté 135 hectares de pommes de terre. Un important moyen a été déployé pour la récolte. Des machines arracheuses et ramasseuses de pommes de terre jusqu'aux trieuses, bref, toute une chaîne pour la promotion.
il faut qu'on diminue l'importation. Si tu importes, c'est pour aller vraiment financer d'autres pays. Aussi, le gouverneur et sa délégation ont pu apprécier la grande mobilisation des populations des 10 villages environnants autour de cette activité. 200 femmes sont utilisées et rémunérées chaque jour et des milliers de personnes profitent du glanage après le passage des machines. Autre activité visitée sur le site, la récolte mécanisée du maïs et les travaux d'extension du canal principal. Toutes choses qui ont convaincu le chef de l'exécutif régional sur les moyens déployés par cet opérateur privé malien pour la promotion d'une agriculture moderne au Mali. L'exemple de Modibo doit être suivi par l'ensemble des Maliens. Si aujourd'hui dans la zone on avait 2 ou 3 opérateurs comme Modibo Keïta dans la zone office, je vous dis que le Mali aujourd'hui n'allait pas souffrir. Notons que sur les 7400 hectares octroyés par l'Office à Modibo Keïta, de nos jours, près de 750 hectares ont été mis en valeur pour un investissement estimé à plus de 8 milliards de francs CFA. Un autre signe d'encouragement des autorités, c'est la visite du gouverneur de la 3e région à Kaboïla sur le site du chantier de Sud Agri-Industrie de Mohamed Diarra. Pour rappel, le site sera dédié à la transformation des graines de pourguère et de soja. Au RTM Sikasso, Sekou Konati. Sur ce site situé à 12 km de Sikasso dans la commune rurale de Kaboïla, commence à sortir de terre une unité industrielle. Elle sera dédiée à la transformation des graines de pourguère et de soja en huile. Une initiative de Mohamed Diarra, PDG de Sud Agri-Industrie. En se rendant ce mercredi sur ce chantier à la faveur de la réunion annuelle de l'entreprise, le chef de l'exécutif régional, à la tête d'une forte délégation, veut apporter un message à ce natif de Sikasso à l'origine de ce projet dans une région à vocation agricole. Il y a un potentiel agricole phénoménal dans cette région qui n'est pas valorisé. Et à mon avis, ce sont autant d'opportunités d'investissement qu'il faut savoir saisir. La spécificité de l'investissement d'ici, ce n'est pas seulement l'usine, c'est tout ce qu'il y a avant l'usine en termes de développement agricole. Et ce développement agricole, il est fondamental pour l'avenir du Mali. Sur l'agri-industrie se propose entre autres activités la plantation de 50 000 hectares de jatropha avec environ 15 000 exploitants, le développement de la culture du soja, le développement de la culture céréalière, le développement de la culture fourragère pour améliorer les productions laitières et la qualité de la viande et l'équipement des agriculteurs en tracteurs. Une initiative fortement appréciée par les autorités régionales qui voient en elle un modèle d'investissement qui doit faire école. Nous cultivons beaucoup, nous produisons beaucoup, mais nous n'avons pas de valeur ajoutée par rapport à nos productions. Nous pensons que si nous nous engageons dans l'agro-industrie, nous pouvons faire plus, et pour la région et pour le Mali. À signaler que Sudagri est une société à responsabilité de droit malien avec un capital de 1 milliard 444 950 000 francs CFA entièrement libérés. Au titre de ce journal, le lancement en 5e région dans la commune rurale de Kona du projet d'appui à la lutte contre les violences basées sur le genre et la prostitution du fait du conflit armé pour un coût total de 42 millions de francs CFA. Le projet vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés affectées par le conflit armé et plus particulièrement les femmes et les filles victimes le plus souvent de violences en période de guerre. Aminata Touré nous en parle. Pour un coût de 42 millions de francs CFA, le projet d'appui à la lutte contre les violences basées sur le genre et la prostitution du fait du conflit armé dans la commune rurale de Kona consacre l'aboutissement d'un souhait exprimé par les populations de recevoir des appuis des différents partenaires pour minimiser les impacts de la crise. Le dit projet interviendra dans 6 villages de la commune, faisant partie des localités directement affectées par le conflit armé. La réussite de ce projet sera une réussite, car le résultat atteint contribuera à l'amélioration de façon significative la condition des femmes et des filles. Pour une durée de 11 mois, le projet contribuera à l'amélioration des conditions de vie des communautés affectées par le conflit armé, notamment les femmes et les filles. Nous sommes venus intervenir dans cette commune pour prévenir vraiment ces cas d'incidence et de deux, voir comment on peut prendre en charge ces victimes, que nous appelons survivantes dans notre approche. Elles ont besoin d'un appui psychologique,
d'un appui médical, d'un appui sécuritaire ou juridique. Tenant compte des besoins multiformes des femmes et des filles en situation de crise, seule la conjonction des efforts de tous les acteurs peut enclencher plus d'impact. A signaler enfin que le projet a été financé par ONU Femmes avec l'appui de ses partenaires comme la Suisse et le Royaume des Pays-Bas. Il sera exécuté par l'ONG Audi Sahel. Du sport dans ce journal avant de nous quitter. Championnat Ligue 1, 20e journée. 2 matchs ont été joués hier au stade Modibo Keïta. La GIA a battu l'ASB 1-0. Auparavant, le stade malien de Bamako a dominé le COB 3-0. Diara Konaté nous fait le résumé des 2 matchs. 72 heures après leur brillante qualification au 8e de finale, les Blancs de Bamako confirment leur bonne forme face au COB battu 3-0. Les Olympiens ont été cueillis à froid dans cette rencontre. Le but le plus rapide de la saison est inscrit par Morimakan Koïta à la 57e seconde du match. Servi dans l'axe des buts du COB, l'attaquant stadiste ne pouvait que loger la balle au fond. La réaction des Verts ne se fera pas attendre. Ismaël Diarra, seul dans la surface de réparation, bute sur le portier stadiste. Soumaïla Diakité cesse sa place à Bosso Munkoro suite à cet accrochage survenu à la 5e minute. Mais cela n'entame en rien le moral des Blancs de Bamako. Dominateur, le stade malien de Bamako inscrit un deuxième but d'une frappe lourde de Mamadou Koulibaly. 2-0, score à la pause. Mieux organisé en seconde période, les Verts de Bamako tiennent tête aux Blancs. C'est dans les derniers instants du temps additionnel que le stade malien de Bamako aggrave le score. Lamine Diawara, entré en cours du jeu, transforme le penalty 3-0 score final. Le stade malien de Bamako se dirige sûrement vers le titre avec 54 points. L'ASB et la GIA, 14e et 15e du classement actuel, se rencontrent en seconde heure. La première manche de cette affiche sera pauvre en occasion de but. L'engagement et la détermination ont marqué les 45 premières minutes. À la reprise, les initiatives se multiplient. La GIA se montre plus agressive, se créant de nombreuses situations de but. La Jeanne d'Arc va finalement scorer par Boubacar Sempara à la 75e minute. L'unique but de la rencontre permet à la GIA de reprendre le chemin de sortie de la zone rouge. Point final à ce jour.